Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je parle aux participants nombreux, ils sont de l'ordre de 500 à cette conférence du Cercle des managers d'immobilier. Nous retrouvons, comme chaque mois, autour d'un sujet de vive actualité. Et ce sujet, sans surprise, il a mobilisé beaucoup de professionnels, sans doute de la filière, mais aussi sûrement de partenaires, d'observateurs, peut-être de journalistes, de membres, de représentants des pouvoirs publics. Voilà le public habituel du cercle des managers autour d'un grand sujet qui est faut-il, va-t-on déréguler la transaction immobilière? Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par ce sujet? C'est très simple. Il y a aujourd'hui une enquête qui est en cours par l'autorité de la concurrence, mandatée par le ministère de l'économie, pour savoir si la régulation, c'est-à-dire en clair la loi Hoguet, de l'activité de transaction, n'est pas de nature à conduire à un niveau d'honoraires des professionnels plus élevés qu'ils ne le sont dans d'autres pays comparables aux nôtres, notamment de la communauté européenne et plus largement des pays membres de l'OCDE. Voilà. Donc c'est un sujet de fond, c'est un sujet économique, c'est un sujet juridique, c'est un sujet de pratique et de stratégie professionnelle. Et le cercle des managers qui s'attache à vivre l'actualité pour l'ensemble des acteurs de l'immobilier ne pouvait pas ne pas traiter de ce sujet aujourd'hui. Ce rapport sera rendu au ministre de l'économie sans doute avant la fin de l'année et il inspirera une décision de la part du gouvernement. Il n'était que temps d'en débattre avec des acteurs de première importance. Alors, je vous les présente. Encore une fois, je vous renvoie vers le site du Cercle des managers d'immobilier. Vous y trouverez des biographies extrêmement documentées pour chacun de nos invités, qui sont toutes et tous des personnalités avec une expérience forte, avec une expertise très forte. Je voudrais saluer, et vous allez voir apparaître lorsque je vais les nommer, nos trois invités, au-delà de celui qui partage avec moi la responsabilité de vous accueillir, qui est Benjamin Darmouni, il viendra après, mais je voudrais saluer Jean-Marie Moise. Jean-Marie, je t'accueille avec beaucoup de plaisir. Voilà, on est proches depuis longtemps. Tu es un avocat spécialisé dans l'immobilier. Tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'agent immobilier. Alors, ceux qui ont fait des études immobilières ou tout simplement ceux qui ont voulu, sans avoir fait d'études immobilières, mais appliquer leur formation à l'immobilier, ont connu cet ouvrage de référence, L'agent immobilier. Tu en es l'auteur, le signataire, et puis surtout, tu es avec nous et je t'en remercie parce que tu peux porter témoignage de l'origine de la loi du 2 janvier 70, de ce qui s'est passé en 70, et on va parler finalement des fondements aussi de la loi. Donc, cher maître, je t'accueille avec beaucoup de plaisir. C'est partagé. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi Benjamin Salah. Alors, Benjamin est le président désormais d'une entreprise, une belle entreprise familiale qui s'appelle Human Immobilier. Alors, peut-être que certains d'entre vous êtes en retard de phase. Vous avez peut-être en tête qu'il existait une très belle entreprise dont le siège était aquitain, qui s'appelait la Bourse de l'Immobilier. Désormais, ça s'appelle Human Immobilier depuis maintenant, allez, je dirais 2 petites années, si je ne me trompe pas, Benjamin. Donc, je t'accueille avec beaucoup de plaisir. Tu es à la tête d'une entreprise de référence dans l'univers de la transaction immobilière en France. Merci de votre invitation. Merci beaucoup et j'ajoute d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Alors ça c'est l'actualité que se déroule encore la route du Rhum et que Human Immobilier a engagé, soutient un skipper Antoine Cornic, on peut le citer, qui est toujours en course, plutôt bien classé avec un 60 pieds dans la route du Rhum. Voilà, c'est un clin d'œil.
Merci pour lui. on n'est pas obligé de parler que d'immobilier. On peut Merci souhaiter à pour lui. Antoine Cornic la plus belle fin de course. Je salue aussi, alors, on le remercie parce qu'il est en train, et les entreprises, et notamment celles qui ont un réseau, qui sont partout en France, se doivent de vivre partout en France. Michel Lebras, il est le président de Propriété Privée. Il a déjà été notre invité dans le Cercle des managers d'immobilier. Il fait un tour de France, tout simplement, pour aller à la rencontre de ces forces vives qui sont des conseillers, des agents commerciaux indépendants qui font la transaction sous l'enseigne Propriété Privée. Donc, je salue Michel. Alors, je crois qu'on ne va pas le voir directement, on va peut-être voir son image. Il est dans sa voiture, il est nomade, mais en tout cas, il est avec nous et je le remercie beaucoup malgré son tour de France du moment. Oui, bonsoir Henri, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement, Michel, parfaitement. Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, oui, 2 fois par an, on fait le tour de France pour aller voir les conseillers. Et là, tout à l'heure, on était à côté de Montpellier avec 150 conseillers. Et là, je suis en route pour Bordeaux. Donc voilà, ça fait partie de… Et merci pour l'invitation. Pour l'un, désolé pour les conditions. Il est avec nous. Pour l'autre, un tour de France de manière un petit peu plus simple et moins risquée. En tout cas, bon, on a des nomades, mais qui ont accepté d'être avec nous pour ce grand sujet. Je passe la main à Benjamin Darmouni. Voilà, on est tous les deux la puissance invitante de ce cercle des managers. Benjamin, à toi de dire quelques mots d'accueil à nos invités et on entre dans le vif du sujet avec le débat. Bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreux comme à chacune de nos conférences. Moi, je vais attaquer tout de suite dans le dur parce que je trouve qu'il est extrêmement regrettable de rappeler aujourd'hui que le métier de transactionnaire est un vrai métier et qui demande des compétences importantes et qui ne mérite pas d'être galvaudé. Aujourd'hui, le risque attaché à la réflexion lancée par Bercy est pour moi considérable. Et on a besoin de mesurer aujourd'hui et de réagir, soit pour encourager cette dérégulation et cette déréglementation, soit de préserver les modèles actuels. Henri, tu as parlé du fait que les honoraires de transaction étaient les plus élevés d'Europe. Moi, j'aimerais bien reprendre un jour les critères de ce calcul, parce que si on ne prend pas les mêmes critères, il est difficile de comparer les compétences et les différentes missions effectuées. Et enfin, je terminerai par dire qu'il conviendra aussi de faire l'étude des derniers modèles créés à bas prix, à bas coût, pour observer le nombre d'échecs qu'il y a pensant que le métier pouvait, être fait par n'importe qui, 2, à n'importe quel prix, et en voir le résultat. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup, Benjamin. Voilà, tu as énuméré un certain nombre de questions. Elles vont toutes être traitées. En tout cas, ça fait partie du cahier des charges de nos 3 invités. C'est en effet, oui, le niveau des prix, mais aussi les services qu'il faut mettre en regard de ce niveau des prix dans notre pays. Des modèles émergents, mais qui, voilà, peut-être n'ont pas le même équilibre entre les honoraires et les services. On va sans parler aussi, je vous dis, allez, je porte un jugement que dans tous les débats professionnels, on n'en parle pas assez, du client final, du consommateur. Je demande à chacun de vous 3 de vous attacher à cette préoccupation aussi, si tant est que je dois vous le rappeler. En tout cas, c'est un point important. On va parler d'une activité professionnelle au service des ménages français et sur un enjeu absolument majeur, j'ai envie de dire plus que jamais avec les dérèglements économiques du moment. Alors, Jean-Marie, cher maître, je me tourne vers toi parce que, bon, déjà, tu es l'autorité juridique de ce débat et je ne l'ai pas caché tout à l'heure, tu as aussi un crédit historique. Tu as connu ce qui a prévalu à l'écriture d'abord et puis ensuite à la promulgation de ce qui a été la loi du 2 janvier 1970. Les questions que je te pose sont très simples. Quelle est l'origine
cette loi du 2 janvier 70, qui aujourd'hui semble remise en question, alors menacée ou pas, hein, comme a dit Benjamin, selon qu'on a envie ou pas de la préserver. On dit de cette loi que c'est une loi de police. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, à l'époque, a-t-on réglementé dans le même giron légal, législatif, la transaction et la gestion, l'administration de biens? C'est une question aujourd'hui. Voilà. Et je parlais tout à l'heure du consommateur. Quelle était la place du consommateur dans cette histoire? Voilà. Donc, un point historique, c'est important parce que les lois ont une origine et quand on les remet en question, il ne faut pas oublier ce qui les a fondées. Alors, pour répondre à ta question, à l'origine de cette réglementation, il y a des abus. Les abus avaient été enregistrés après la guerre avec une multiplication d'agences immobilières qui avaient pour habitude de prendre des avances ou des provisions sur leur intervention et leur prestation de service. Et ça s'est tellement développé que certaines agences s'ouvraient, prenaient des provisions et disparaissaient aussi vite. D'où des scandales. Ces scandales ont abouti à une première réglementation qui était en 1958, pour être précis, une ordonnance du 16 décembre 1958, qui est une ordonnance d'interdiction qui dit que vous ne pouvez, en tant qu'agent immobilier, percevoir quelque somme d'argent que ce soit tant qu'une opération n'est pas effectivement conclue. C'est-à-dire, c'est l'interdiction de percevoir des provisions dans le métier d'agent immobilier. Ça, c'est le premier point. Donc, loi d'interdiction, loi de protection du consommateur. Et puis, les choses ont évolué après l'ordonnance de 1958 vers des scandales qui étaient liés au fait que des administrateurs de biens disparaissaient avec les loyers des propriétaires. Cette situation a entraîné la création par la Chambre syndicale, par la FNAIM, pardon, la Fédération nationale des agents immobiliers. Il y a eu la création de caisses de garantie locales. Ces caisses de garantie locales avaient pour objet de garantir aux clients qu'en cas de faillite du professionnel, les loyers leur seraient malgré tout versés, car c'était une garantie collective qui était donnée par les professionnels. C'est le premier modèle qui a été imaginé par les syndicats professionnels avant la loi du 21 juin 60. Donc, ça se situe entre les années 58 et 60. Sur la base de ces initiatives, le législateur a créé une première réglementation à la fois pour les agents immobiliers et pour les administrateurs de biens. C'était la loi du 21 juin 60 et le décret c'est un décret 21 juin 60, 21 mars 65, je crois, et ils ont mis du temps à pondre le décret. Et ça se voit encore. Voilà. Cette réglementation a pour objet de garantir les fonds des clients, de régler les problèmes en ce qui concerne les honoraires, lesquels ne peuvent être perçus qu'une fois qu'il y a une vente effectivement conclue et constatée par un acte écrit. Et puis, le mandat écrit va devenir obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne veut plus qu'on aille plaider sur des dossiers dans lesquels il n'y a pas de mandat précis liant le professionnel au client, et on exige du professionnel qu'il établisse une convention avec le client, un mandat écrit, et c'est l'origine de ce fameux mandat écrit qui conditionne la possibilité pour l'agent immobilier de percevoir des fonds. Ensuite, on s'est préoccupé de la compétence. Et avec la compétence, on est arrivé à la loi du 2 janvier 70 et au décret du 20 juillet 1972. Ce corps de réglementation va créer
une carte professionnelle de l'agent immobilier, laquelle ne lui est délivrée que dans la mesure où il peut prouver que, un, il a une garantie responsabilité civile professionnelle, deux, il a une garantie pour la restitution des fonds, et trois, surtout, il a une compétence. Et cette compétence est sanctionnée par des diplômes, 3 années d'études juridiques ou économiques, c'est-à-dire un niveau licence minimum, ou des emplois de cadre avec une ancienneté, ou encore une ancienneté dans la profession de 10 ans pour chaque carte professionnelle qui est demandée, carte transaction, carte administration de biens. Donc là, on est dans un véritable encadrement avec un registre des mandats sur lequel, chronologiquement, tous les mandats sont enregistrés, un registre répertoire pour l'agent immobilier également, dans lequel il doit mentionner toutes les opérations qu'il est amené à faire pour la réception de fonds. Ça ne concerne pas les commissions, ça concerne la mission de séquestre. Et à partir de cette réglementation, on a encadré complètement la profession, avec bien sûr des sanctions pénales, puisque nous sommes en France. Si vous travaillez sans mandat, si vous travaillez sans carte professionnelle, si vous recevez des fonds d'une manière irrégulière, eh bien, vous serez sanctionné par des peines correctionnelles qui peuvent aller jusqu'à la prison. Donc, aujourd'hui, vous avez un encadrement complet puisque, un, vous avez la compétence, deux, vous avez l'obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle, trois, vous avez également l'obligation, si vous recevez des fonds, d'avoir un organisme de garantie, caisse de caution mutuelle, banque ou compagnie d'assurance. Et tout ceci pour donner la sécurité au client. Lorsqu'il s'adresse à un professionnel, il sait qu'il ne courra pas d'abord le risque de verser des fonds sans que l'opération ait abouti, et surtout que pendant cette opération, s'il commet des fautes professionnelles, l'agent immobilier ou l'administrateur de biens se verra couvert par une assurance pour payer les conséquences des fautes qu'il a commises. Donc, l'encadrement, si j'ose dire, est total. Alors, c'est très, voilà la très situation. C'est très clair. On comprend, grâce à ton propos, en quoi c'est une loi de police, c'est-à-dire qu'elle est venue redresser des torts, des situations qui étaient préjudiciables aux consommateurs et aussi à l'image du corps professionnel. On comprend que l'édifice a été bâti avec la préoccupation de la sécurité du consommateur. Je crois que c'est très, très important que tu aies insisté là-dessus. Je te pose une question. Pourquoi, d'après toi, ce modèle, je parlais tout à l'heure de comparaisons européennes qui ont conduit l'autorité de la concurrence à être sollicitée dans d'autres pays qui ont d'autres modèles, les honoraires seraient plus bas. Pourquoi d'autres pays, pourquoi notre modèle ne s'est-il pas imposé, allez, je vais dire dans le champ européen, voire au-delà? Il est vertueux, tu l'as décrit historiquement, tu l'as décrit juridiquement avec un certain nombre de ses atouts. D'après toi, tu n'es pas à la tête d'un syndicat, tu n'as pas été spécialement à la manœuvre, me semble-t-il, mais pourquoi ne s'est-il pas imposé? Cette question qu'on se pose aujourd'hui, elle ne se poserait pas si dans le champ communautaire, on avait la même réglementation. Ce n'est pas le cas, d'après toi. Alors, parce que la vertu a du mal à s'imposer. Tu es en train de me poser une question à laquelle il est très difficile de répondre. C'est le droit européen et l'unification des réglementations au niveau de l'Europe. Je ne fais aucune approche politique sur cette question, qui est une question très chaude, sur laquelle les politiques sont partagées, sur les puissances européennes et les réglementations, les directives. Il y a cependant des directives communautaires qui régissent l'installation des agents immobiliers dans les différents pays de l'Union.
Et ces directives communautaires permettent de vérifier la compétence au niveau de chaque État, la compétence du professionnel pour venir s'installer, par exemple, en France, ou peut-être s'installer en Allemagne, plus en Angleterre maintenant, ils sont sortis, mais dans le cadre européen, il y a une vérification des compétences à travers les diplômes ou à travers l'ancienneté. Donc, on peut dire que au niveau de la protection du client, il y a une évolution. Maintenant, je ne sais pas si les règles qui s'appliquent pour le maniement des fonds dans les pays européens et pour la responsabilité civile professionnelle, mais je suis persuadé que dans les pays européens, il y a une assurance responsabilité civile professionnelle, parce qu'il faut être fou pour vendre ou participer à des négociations sur des sommes très importantes, qui sont les sommes mises en jeu dans des négociations immobilières, sans avoir derrière la couverture. Hein. Ça, c'est évident. Maintenant, la compétence, c'est autre chose. Mais en tout cas, en France, la compétence est vérifiée par les équivalences de diplômes et éventuellement les années pendant lesquelles vous avez exercé en tant qu'agent immobilier dans un pays de l'Union. Parfait. Dernière chose, et on reviendra vers toi, ensuite je me tournerai vers le patron de Human Immobilier, Benjamin Salah. Si tu imagines, alors il faut sortir de notre paradigme français, il date de 70, on vit sous ce régime-là. La loi, dite loi Hoguet, est devenue populaire, on la désigne sous le nom de celui qui l'a initiée, qui était un parlementaire d'ailleurs, qui n'était pas un ministre. Son nom a donné le nom de la loi. Est-ce que tu imagines un univers dans lequel, un univers juridique, c'est ta base, dans lequel la transaction ne serait plus dans la loi Hoguet, et quelles seraient les conséquences? Alors, en termes d'organisation des marchés, tu nous as expliqué tout ce qui s'était passé pour conduire à la loi Hoguet. Imaginons, c'est un présupposé, une intuition aujourd'hui du gouvernement, une loi Hoguet qui exclut la transaction. Comment tu vois cet univers? C'est de la science-fiction? Peut-être pas tant que ça. Ça me paraît très difficile de revenir sur les garanties qui ont été données aux clients. D'abord, ça serait une image catastrophique pour la profession, car vous risqueriez à ce moment-là de voir arriver des gens qui n'ont aucune garantie en ce qui concerne leur responsabilité, en ce qui concerne le maniement des fonds, et je crois que et la compétence. Et la compétence, c'est absolument à éviter. Tu ne peux pas imaginer d'avoir un chirurgien qui vienne opérer sans avoir toute la technicité nécessaire pour le faire. Un avocat qui vienne plaider et assister sans avoir toute la technicité et les garanties pour le faire. Eh bien, je dirais que ces exigences élèvent la profession et ne la gênent pas. Elles la subliment. Alors, tu vois, voilà, merci beaucoup de ces mots. Ça m'épargne des questions. Tu y réponds par anticipation. J'aurais pu te demander ce que ça a apporté à l'image de la profession, à l'organisation des rapports entre les professionnels. Voilà, tu as, en 2 phrases, tu as donné ton avis là-dessus. On reviendra vers toi. Benjamin, merci beaucoup d'être avec nous. Je souligne, mais c'est vrai aussi de Jean-Marie. Il s'exprime volontiers devant des étudiants. Il est prof à l'ESPI, par exemple. Voilà, ici, des ouvrages didactiques. De la même manière, tu n'es pas bavard, voilà, et tu as accepté notre invitation. Tu es à la tête d'une entreprise leader en transaction, Human Immobilier, mais tu vas pouvoir nous dire en 3 mots, bien sûr, quelle est la fiche d'identité de ton groupe, mais c'est vraiment un leader, un spécialiste national de la transaction. C'est un modèle traditionnel de transaction, je le dis avec mes mots, tu pourras corriger, même si le digital, bien sûr, est venu enrichir les pratiques de ton groupe. Quel attachement as-tu, quel attachement avez-vous, l'ensemble de tes collaborateurs, à la loi Hoguet, à cette organisation, à cet encadrement de votre activité maîtresse qui est la transaction immobilière? Merci de me donner la parole. Alors, bon,
je vais passer très vite sur Human parce que je crois que c'est pas l'objet. Et puis, Non, ce n'est pas de la pub, mais tu peux dire en quelques mots. oui, non, mais je passe sur le sujet. Bon, je dirige Human, on est sur un quart de la France, on compte 530 agences, on fait 15 000 ventes par an. Voilà, c'est une entreprise qui a 42 ans et qui, effectivement, je crois, est référente dans son métier et dans son cœur de métier qui est la transaction immobilière. Alors, pour revenir au vif du sujet, moi, je remercie Maître Moise qui nous a éclairé. D'ailleurs, il y a deux, trois petites explications historiques qui m'ont cultivé. Donc, je le remercie pour cela et pour cette approche théorique. Moi, je vais être un peu plus dur avec cet encadrement, si vous le permettez, Henri, parce que il y a plein de jolis principes dans la loi Hoguet et dans toutes les lois qui sont venues l'amender ou la compléter, hein, que ce soit la loi Elan, la loi Allure, dernièrement, qui est venue affiner les choses, notamment sur le plan de la compétence. Mais pour moi, cet encadrement, il est en échec. Hein, il est en échec. Alors, je vais pas être trop long, mais je voudrais d'abord venir peut-être sur le premier point. Le premier point, c'est celui qu'a pointé les instances européennes. C'est le prix. Bon. Le prix qui semble être trop élevé par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres pays. Et M. Moise, tout à l'heure, nous a donné une information très précieuse. Il a dit, voilà, à l'époque, il y avait des abus sur les provisions, et c'est ce qui a justifié le fait qu'à un moment donné, on interdise à l'agent immobilier de commencer à encaisser avant d'avoir accompli sa mission. Absolument. Alors, c'était sans doute très bien et très justifié dans les années 60, dans les années 50, peut-être dans les années 60, dans les années 70. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même avec peut-être l'un des seuls métiers où vous pouvez vous retrouver à travailler 20 heures, 30 heures, 40 heures, 50 heures, offrir des services et fournir des services à vos clients. Quand je dis des services, ce sont aussi des services payants, c'est que vous engagez des frais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre entreprise, on n'est pas la seule, on offre les diagnostics à nos clients. On fait intervenir des photographes professionnels qui vont se déplacer, etc. On se déplace une première fois pour l'estimation, on se déplace une deuxième fois, on se déclenche des visites. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, pour à la fin encaisser potentiellement 0. Vous ne trouverez pas beaucoup de métiers, dans lesquels vous pouvez trouver des professionnels, des gens qualifiés, des gens qui peuvent travailler 6 mois et des dizaines d'heures, et peut-être parfois même davantage, ça peut se compter en centaines d'heures, pour ne pas encaisser un seul euro à la fin. Et donc, effectivement, eh bien, pour compenser cette difficulté, quand vous réussissez à conclure une transaction, vous facturez plus cher. Vous avez un jeu de compensation qui s'opère, mais qui est tout à fait naturel, Henri. À partir du moment où quand vous travaillez, dans 70-80% des cas, vous travaillez pour rien, le jour où vous réussissez à conclure une transaction, vous compensez. Et donc, de façon tout à fait logique, tous les acteurs qui sont arrivés sur le marché et puis qui ont dit « Oh là là, les agences immobilières, ce sont des voyous, ils sont beaucoup trop chers. Vous imaginez prendre 20 000 euros, 25 000 euros pour une vente, pour faire 2 visites, ce sont des porte-clés, ils ne servent à rien, ils s'en mettent plein les poches pour pas grand-chose. » Ils ne mesurent pas qu'à côté, ces mêmes professionnels, ils ont travaillé des centaines d'heures sans être rémunérés. Donc, vous avez un phénomène de compensation qui est naturel. Et si vous dites, vous cédez à ces discours et vous dites effectivement les honoraires ne se justifient pas, je les baisse, je travaille à 1%, je travaille à 1,5%, je travaille à 2%, vous ne tenez pas, vous mourrez, c'est arrivé absolument à tous les modèles. Je ne vais pas les citer ici, Henri, vous les connaissez mieux que moi. Tous ces modèles-là se sont retrouvés en échec. Donc, ça, c'est un premier point. Moi, je dis, à un moment donné, on ne peut pas demander décemment à des professionnels d'apporter toujours plus de services, de consacrer toujours plus de temps, de faire maintenant des rapports d'activité, parce que la loi nous dit, attention, il faut rendre compte au propriétaire de ce que vous allez faire sur son bien, etc. Pendant des mois et des mois, pour, à la fin, ne même pas pouvoir vous rembourser des frais que vous avez engagés. Donc ça, c'est un premier point, qui pour moi est complètement archaïque et qui est à revoir. Le deuxième, c'est la compétence. Pardon, Benjamin, je t'interromps pour qu'on comprenne bien ton propos. Il est très clair, mais toi, tu plaides pour que
à l'inverse du modèle de la loi Hoguet, où aucune rémunération, et Jean-Marie Moise nous l'a rappelé, ne puisse être appliquée avant la vente définitive, c'est l'acte passé devant notaire, hein, d'ailleurs, hein, vraiment définitive. Non. Toi, tu plaides pour que les gestes commerciaux, les actes commerciaux qu'il faut accomplir qui conduisent à la vente puissent être facturés. C'est ça l'intuition? Je plaide pour que l'on puisse au moins, attention, avec un encadrement, avec des conditions, avec des règles, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais qu'on puisse au moins se rembourser des frais qu'on a engagés. D'accord, très clair. Et ça permettra, de ne pas faire payer à ceux qui aboutissent, aux clients qui aboutissent dans leur opération, à ne pas leur faire payer finalement un coût qui devrait être supporté par des clients qui n'ont pas leur opération. Très clair, voilà, tu es très clair. Je t'ai interrompu pour qu'on soit sûr de ce que tu avais en tête. Voilà, je te laisse poursuivre. Et d'ailleurs, si vous prenez n'importe quel métier, puisqu'on parle de règles d'encadrement, de réglementation, prenez le métier des avocats, etc. Ils engagent des frais, ils sont remboursés, même s'ils ne font pas le dossier, ils sont remboursés des frais qui sont engagés, bon, sauf s'ils vous en font cadeau. En tout cas, ils ont la possibilité de le faire. Jean-Marie intervient gracieusement ce soir, hein, je le dis. Hein, bon. Voilà. Ouais. C'est un clin d'œil. Il ne le savait peut-être pas d'ailleurs, mais je le dis maintenant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la compétence. Même chose, Maître Moise nous a rappelé la théorie et les fondamentaux de notre réglementation au niveau de la compétence. Mais excusez-moi, alors là, je crois que mais c'est une farce. C'est une farce. La loi Allure vient nous dire, pas dire de bêtises, je crois que c'est 42 heures qui doivent être 42 heures tous les 3 ans. 42 heures sur 3 ans. Sur 3 ans, je crois que c'est voilà, 42 heures sur 3 ans. Écoutez, aujourd'hui, vous trouvez des formations sur Internet qui coûtent, je ne sais pas moi, 300, 400, 500 euros. Vous êtes tranquillement à la maison, vous regardez la Champions League, hein, Henri, tranquillement. Hein, vous appuyez sur le bouton play, vous passez la soirée avec les copains, vous faites ça tous les soirs pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous êtes agent immobilier. C'est ridicule. Voilà. Donc, l'intention au départ, elle est bonne, mais ça n'a aucun sens. C'est comme si vous m'expliquiez demain qu'on va former des médecins en e-learning. Si vous voulez mettre en place des critères de compétences, vous définissez des vrais cursus de formation à l'école, pas à la maison devant la télévision, à l'école, avec des cursus et des organes pédagogiques qui tiennent la route, un coût qui va en face de ces formations, et on fait les choses sérieusement. Donc, on est venu, si vous voulez, on a bricolé une loi, là, parce qu'effectivement, les mandataires sont apparus, ça a posé des problèmes, on a dit, oh là là, attention, il faut des aptitudes, et donc on a créé un truc pour essayer de satisfaire tout le monde, c'est un fiasco total, ça ne sert à rien, on en est exactement au même stade l'été quand la loi Allure est arrivée. C'était il y a, je ne sais pas, 2014, la loi Allure. Ah non, oui, mais il n'y a pas eu une modification après? Je ne sais pas. Il y a eu plusieurs modifications, tout à fait. Il y a eu plusieurs modifications. Bon, enfin, je crois qu'il y a 3-4 ans, ça a été un peu durci, mais à l'arrivée, c'est totalement inefficace. Troisième point, c'est bien de mettre en place des règles, mais enfin, il faut qu'elles soient appliquées. Le marché de la transaction immobilière aujourd'hui, il est gigantesque. C'est 1 million l'année dernière, c'est 1 200 000 euros. 1 200 000, tout à fait. 200 000 transactions. Vous avez sur le marché, au moment où je vous parle, je ne sais pas combien de centaines de milliers, ce n'est pas 1 million de biens qui sont à la vente. Il y a des agences immobilières partout, il y a des mandataires absolument partout. On a des obligations d'affichage, de barème, de registre des mandats. Mais qui contrôle tout ça? Mais c'est une farce. Les seuls qui sont contrôlés, c'est des entreprises comme les nôtres, qui sont identifiées, identifiables, qui ont une plus visible, qui sont très visibles. Moi, j'ai un siège social avec 130 collaborateurs qui sont, voilà. Donc, nous, effectivement, on a des contrôles réguliers et encore quand ils y arrivent, parce qu'on a un volume d'activité qui est tel que, franchement, parfois, j'ai l'impression qu'après 1 jour ou 2 jours de travail, ils fuient tellement il y en a dans tous les sens. C'est incontrôlable. Donc, les règles aujourd'hui, elles ne sont absolument pas appliquées. Moi, tous les jours, je peux dénoncer à la répression des fraudes des concurrents qui respectent. Je ne le fais jamais, j'ai autre chose à faire. Quand nos collaborateurs veulent le faire, à part si c'est un cas
je dirais, grave, enfin, s'il y a vraiment quelque chose, s'il y a un client qui subit un préjudice important, mais sinon, on a autre chose à faire. Mais si je veux passer ma vie à dénoncer les manquements de mes confrères, du matin au soir, hein, du matin au soir. Alors, Benjamin. Attendez, juste pour Oui, pour vas-y, je t'en prie, continue. Et je finis. Donc là, pour moi, il y a à nouveau un échec total. Les mandataires sont maintenant, je crois qu'ils sont 50 000 ou 60 000, je ne sais pas combien ils sont. Ils sont incontrôlables, ils sont à la maison, ils sont partout. Ils n'ont pas de carte. Ça aussi, c'est un sujet. Monsieur Lebras nous en dira sans doute un mot. Il ne sera pas d'accord, mais enfin, c'est bien beau. Benjamin, tes collaborateurs, pour qu'on y voit Oui. clair, je disais, vous avez un modèle classique. Oui. Tu vas le définir. Hein, le mot classique, il ne veut rien dire. Oui, non, mais qui sont tes négociateurs? Ce sont des salariés? Il y a- Ce sont des agents commerciaux? Quel Nous modèle? avons les deux. Nous avons les deux, mais on a, si vous voulez, on a 530 agences vitrées physiques. Nous avons, comme la réglementation nous l'impose, une carte si vous voulez, non pas d'agent immobilier, mais de responsable de succursale sur chaque point de vente. D'accord. Ce qui est une contrainte extrêmement forte, qui échappe Absolument. complètement au réseau de mandataires. Voilà. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est totalement aberrant. Et ça fait longtemps que la profession le dénonce. Et le législateur n'a pas été capable de le corriger. Et je voudrais en venir à un autre point qui me paraît fondamental, c'est le sujet des barèmes d'honoraires. Les barèmes d'honoraires. D'ailleurs, ça a été un sujet là depuis 2 ans. Il y a eu des revirements, des nouveaux décrets qui sont apparus. Là, c'est pareil, c'est extraordinaire. On a un encadrement, mais on dit voilà, on dit à l'agent immobilier, donc vous devez avoir un barème d'honoraires, ok, mais c'est un barème maximum. Donc vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez travailler, vous voulez vendre une maison à 350 000 euros avec 400 euros d'honoraires, Henri, on peut le faire. Voilà. Dans n'importe quel secteur d'activité, on vous dirait, monsieur, c'est de la vente à perte. C'est complètement aberrant. Vous ne pouvez pas facturer 300 euros pour une vente à 400 000 euros. Dans notre métier, on peut tout faire. Donc là, c'est pareil. Les réseaux de mandataires, de toute façon, ils ont été très forts. Là, je reconnais que je sais pas qui a été. On va donner la parole tout à l'heure Attendez. à Michel, hein, mais Ouais, je je laisse la parole tout de suite, mais quel est l'intérêt de demander aux agents immobiliers d'avoir un barème d'honoraires, de l'afficher en vitrine? J'ai des contrôleurs qui parlent, oh, il n'est pas en vitrine, il n'est pas à jour, etc. Vous allez prendre une amende, vous allez partir en prison, etc. Et dans le même temps, dire à ces agents immobiliers, mais c'est un barème, mais vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous voulez prendre 50% de moins, 80%, 90%, 99%, vous voulez travailler gratuitement, vous travaillez gratuitement. C'est complètement, et ça c'est la réalité du terrain. Ça, c'est la réalité du terrain. C'est qu'on se retrouve dans des situations hallucinantes où vous avez le confrère qui baisse pour récupérer l'affaire, l'autre d'après, il rebaisse, et puis ça rebaisse, et puis voilà. Donc, juste pour conclure, je laisse la parole. Je voulais simplement donner le fond de ma pensée. Je ne dis pas qu'il faut tout déréguler. Ce que je dis, c'est que notre réglementation, elle est en échec. Pour moi, c'est une évidence. Et il faut donc soit, après, c'est plus mon métier. Moi, je suis pas un homme politique, je suis pas un député, c'est pas à moi de faire la loi. Mais il faut soit l'amender, la modifier, la rendre plus efficace, soit peut-être, effectivement, la foutre à la poubelle pour en faire une nouvelle qui soit à l'ordre du jour, parce que je dirais que tout a changé dans l'immobilier. Ce qui était vrai en 1960, dans l'après-guerre, c'est plus vrai aujourd'hui. Très clair. Alors, on comprend, je traduis avec mes mots, mais ton attachement fondamental à la loi, le constat que tu fais qu'elle a des côtés périmés, des côtés non respectés, et que, voilà, pour reprendre tes derniers propos, soit on revisite, on remet à plat, comme on dit, le texte, soit on le durcit, mais en tout cas, on entend ton propos que les règles du jeu, tu y es attaché, que tu souhaites qu'elles soient respectées, et qu'elles correspondent aussi aux évolutions de l'activité, mais en tout cas, on entend ton credo autour de la loi. Alors, Michel Lebras, d'abord, je te remercie beaucoup. Je l'ai dit, tu fais le Tour de France, mais tu es quand même avec nous. On ne va pas voir vraiment ton visage, je crois qu'on va avoir une image avec ta photo. Bon,
Le ton est donné. Benjamin a son franc-parler, c'est pas pour rien qu'on l'a invité, c'est le ton qu'on souhaite à ces débats. Il a évoqué un certain nombre de réalités autour de cette loi. Il a évoqué aussi ce qu'elle apportait, le niveau des honoraires. Il a un peu montré du doigt le modèle que tu incarnes en imaginant que tu avais telle ou telle, enfin, pas toi, mais que ce modèle avait telle ou telle responsabilité. Voilà, donc je te laisse répondre. Très, très clairement, les questions qui te sont posées sont les mêmes qu'à Benjamin, hein, à la tête d'un réseau leader de mandataires, hein, c'est-à-dire de conseillers indépendants, agents commerciaux de la transaction. Quel est ton attachement à la loi Hoguet? C'est vrai qu'on l'entend, moi je mets les pieds dans le plat, je suis là pour ça, on entend que l'attachement à la loi Hoguet serait moins fort du côté des réseaux mandataires, hein, qui aimeraient bien une dérégulation, qui aimeraient bien que les barrières à l'entrée, comme on dit, soient supprimées. Est-ce que tu as envie d'un modèle plus libéral? Est-ce que tu prêtes des vertus à la loi Hoguet? Voilà, les questions de fond. Et puis tu peux répondre à ce qu'a dit Benjamin aussi. Je pense qu'il l'attend et nous aussi. Voilà. Tout d'abord, bonsoir. J'espère que ça va bien passer parce que là, oui, on t'entend bien, ça va. Oui, très bien. Donc, déjà, premièrement, je suis extrêmement attaché à la loi Hoguet. Et la loi Hoguet, pas spécifiquement, mais tout du moins un principe qui me paraît excellent, c'est pour la protection et l'intérêt du consommateur, c'est effectivement que le professionnel de l'immobilier soit payé à la réussite. Et ça, le success fee, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, à la différence de ce que vient de dire M. Salah, pour plusieurs raisons. Déjà, pour la première, la protection du consommateur. Effectivement, on a un engagement, c'est la réussite, et effectivement, on est payé à cette réussite. Pour moi, c'est un élément fondamental. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien encore? Très bien, très bien. Ouais. Vraiment, je vois que c'est bon. Le deuxième point, alors là, pour moi, c'est le point principal. Le deuxième, évidemment, c'est notre profession. À partir du moment où on supprimerait ce point fondamental, effectivement, on s'entraînerait, et j'en suis absolument persuadé, vers une paupérisation de notre profession. Et puis, l'autre point que je veux soulever sur ce débat, qui m'étonne, pourquoi sortir ce débat maintenant? Et j'ai envie de dire pourquoi. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? On a connu 1 200 000 transactions l'année dernière. Est-ce que la loi Hoguet a empêché la fluidité du marché de l'immobilier en France l'année dernière? Est-ce que ça empêche actuellement la fluidité du marché de l'immobilier en 2022? Est-ce que la satisfaction des clients qui réussissent leur projet avec un professionnel de l'immobilier, alors moi, à la différence de M. Salah, je n'oppose pas les modèles. Pour moi, il n'y a pas de modèle. Il y a des professionnels de l'immobilier. Des bons, des mauvais, peu importe qu'ils soient agents commerciaux, en agence exploitée à la place d'être salarié ou indépendant, pur indépendant, en réseau de mandataires. Donc, si vous voulez, est-ce que ça a empêché la profession la profession et la loi Hoguet a empêché de faire des transactions, ces niveaux de transactions records dans les années qui viennent de se dérouler? Sachant, je t'interromps, qu'on prête à la profession de l'ordre des 2/3 des transactions qui se font. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire que ton propos a du sens. La profession tient bien le marché, quoi. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Ouais. Alors, je ne veux pas répondre au nom de mes petits copains des autres réseaux, mais on a des réunions dans le cadre de ce qu'on appelle la maison des mandataires régulièrement avec les 5 principaux patrons de réseau. Et effectivement, on a tous, et on réaffirme tous, au cours de ces réunions, notre intérêt pour la loi Hoguet, justement à cause des principes que je viens d'évoquer, la protection du consommateur. Au contraire, on est pour le renforcement, nous, de la formation initiale, l'obligation de la formation initiale. On est pour le renforcement des contrôles. Vous voyez, je suis très surpris du reste de. Non, mais attends, les débats servent à ça. Peut-être que Benjamin. Mais je suis très surpris parce que finalement, l'intérêt, c'est pas que le professionnel touche de l'argent en amont, c'est que le consommateur ait confiance. Et pour avoir confiance, effectivement, il faut délivrer un service. Et une fois qu'on a délivré ce service qui effectivement aboutit à la transaction, on peut être payé. Et c'est ça qui nous protège effectivement contre les escroqueries. Parce que mécaniquement, et ça, c'est pas une question de modernité, la nature humaine est toujours la même. L'immobilier, ça draine beaucoup d'argent. Et effectivement, si on en amenait à ne plus garantir, à ne plus mettre des garde-fous et des protections, on retrouverait des risques majeurs d'escroquerie dans notre profession et qui décrédibiliserait totalement notre profession. Donc c'est une profession qui, par définition, manipule des fonds, qui, par définition, intervient dans un moment important de la vie des gens, c'est-à-dire leur changement de vie.
Et en fait, cette profession, il faut qu'elle soit encadrée. Et le fait de pouvoir être rémunéré à la fin, vous voyez, ben moi je trouve que c'est un très bon encadrement pour un très bon encadrement qui garantit la garantie du service aux consommateurs. Et Voilà. Michel, alors, Donc je suis pour la loi Hoguet, je le réaffirme, je suis pour la loi Hoguet, je suis extrêmement inquiet que l'on souhaite faire un grand jeu de bonneteau là, à un moment, on ne sait pas trop pourquoi maintenant du reste, parce qu'il y aurait un écart de 1 à 1% entre la France et d'autres pays européens. Mais alors déjà, je suis tout à fait d'accord, regardons les statistiques, regardons ce que ça recouvre, et puis ça n'a pas du tout bloqué le marché de la transaction en France. Donc je ne vois pas pourquoi tout d'un coup sortir ce sujet du chapeau, quoi. alors, merci beaucoup, ton propos est très très clair. Tu nous dis, en effet, il n'y a pas eu de viscosité, c'est le terme, en économie, du marché qui serait lié à l'intervention des professionnels. On a fait 1 200 000 transactions dans des circonstances d'ailleurs qui n'est pas forcément facile. On va voir ce qui se passe en 2022-2023, mais le marché, pour toi, n'est pas freiné par le niveau des honoraires des professionnels. Première observation. Deuxième observation, est-ce que tu dirais tu représentes un modèle économique particulier, réseau monétaire, alors même si vous avez vos spécificités, la liberté des honoraires, tout ça est clair, mais est-ce que tu dirais que l'assujettissement à la loi Hoguet, tu y es assujetti, tes confrères, IAD, SAFTI, d'autres, ils sont assujettis. Est-ce que ça vous conduit à avoir un niveau d'honoraire plutôt plus élevé? Pour certains d'entre vous, vous êtes ailleurs en Europe, hein, voire dans le monde. Plutôt plus élevé en France parce qu'il y a des exigences et des barrières à l'entrée, comme on dit. Ou est-ce que tu dirais, oui, il y a des exigences, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des honoraires digestes? Ton regard sur le niveau des honoraires du point de vue du consommateur. Je te demande un exercice qu'il nous faut faire. Hein. On se met du côté du client. Alors, je ne vais pas te demander quel est ton niveau d'honoraire. Si, j'ai pas de problème à le dire. J'ai pas de problème à l'évoquer. Alors, je vais te dire, moi j'ai connu ce métier de l'immobilier dans les années 90. Oui. J'ai été, pendant mes études, j'ai été négociateur en agence. Et ça m'avait, à Paris. Ce qui m'avait surpris énormément, c'était effectivement le niveau qui était très élevé des honoraires à cette époque-là. Et effectivement, il y a eu, depuis une vingtaine d'années, une baisse constante des honoraires de la profession, exact, qui effectivement ramène des honoraires à une moyenne qui commence à être, qui maintenant est acceptable visiblement, puisque ça n'a pas empêché de faire des transactions à des niveaux records. Donc non, moi la loi Hoguet, elle ne nous empêche absolument pas. Elle ne tire ni les honoraires vers le haut, ni vers le bas. C'est juste nos politiques commerciales, les services qu'on peut apporter qui peuvent influer sur effectivement les niveaux des honoraires. Nous, on a des honoraires moyens qui sont à 4 PTC à 4,4% au niveau du réseau actuellement. très clair. Bon, bah voilà, je veux dire, nos conseillers vivent bien comme ça. J'ai pas de problème avec ça. Il me semble pas que ça pose un problème aux consommateurs. Et je veux dire, je ne comprends pas où est ce débat, pourquoi ce débat tout d'un coup. D'accord. Qui risque d'amener, je le dis, à une paupérisation de notre profession si on se mettait à découper des services. C'est pour ça que je suis, à titre personnel, totalement contre la notion de coaching immobilier, que je trouve absolument ridicule. Donc là-dessus, on voit la différence que tu peux avoir avec Benjamin. Après, il y a beaucoup de points communs. Votre attachement commun à la loi, le niveau des honoraires, tu nous as bien voulu nous donner le tien pour propriété privée, en tout cas pour toi, n'est pas dépendant de la loi. Il y a un marché, il y a tes décisions stratégiques ou celles de ton réseau. On a bien compris. Une dernière question, et Jean-Marie, après, a demandé la parole. Ça tombe bien parce que je voulais revenir vers lui. Il y a deux choses, et ça rebondit un peu sur ce que disait Benjamin, importante. La loi Allure, qui est venue modifier la loi Hoguet, a ajouté l'obligation de formation continue. Benjamin l'a évoqué. Ça y est, elle est à l'œuvre depuis 2015, on s'y est habitué. Il y avait aussi une commission de discipline, dite commission de contrôle, et il y avait une obligation d'aptitude minimum à l'entrée. Benjamin l'a évoqué. Ces deux dernières obligations, tu l'as dit rapidement, hein, mais je te demande de t'y attarder. Est-ce que tu serais favorable? C'est-à-dire un renforcement, c'est dans la loi de 2014, mais on n'a pas les décrets d'application. Est-ce que tu serais pour une commission de discipline? Est-ce que tu serais pour une aptitude minimum à l'entrée
pour les négociateurs qui travaillent pour ton réseau ou n'importe quel autre négociateur, salarié de Human ou peu importe. Alors, c'est à moi qui me pose la question, Henri? Oui, c'est à toi que je pose la question. Oui, alors complètement. Alors, tout à fait. Moi, je pense que, alors vous allez me dire, c'est pas très libéral ce que je vais dire, mais je pense que là, en l'occurrence, c'est plutôt contraint normalement à ce que je dis. Mais dans notre profession, vu les enjeux autour des projets de vie des gens, oui, je pense qu'une régulation à travers des commissions de discipline, mais aussi une formation, un minimum de formation à définir, enfin pas un minimum, hein, un niveau à définir pour démarrer dans notre profession est indispensable. Après, je trouverais ridicule que ce soit attaché. Alors certains avaient dit, je me souviens qu'il fallait avoir le bac, enfin des choses. On avait tout entendu parce qu'effectivement, on sait bien que notre profession, elle est très hétérogène, elle est composée de gens qui sont en reconversion professionnelle, d'autres, voilà. Et donc, il faut donner à chacun la possibilité, effectivement, de pouvoir y accéder à partir du moment où il suit un minimum de formation. Et je vais dire, alors, je vais aller au bout de ma question. Il a été question, en effet, tu as évoqué un niveau minimum de formation initiale. Il a surtout été évoqué entre les organisations professionnelles. Je pense à la FNAIM, l'UNIS, qui est le giron aujourd'hui des grandes enseignes de mandataires, même si toi, tu es côté FNAIM. Le SNPI, il a été évoqué une semaine de formation minimum, formation continue, avant de pouvoir être négociateur. Toi, par exemple, c'est un exemple, ce niveau-là d'exigence te paraît digeste, réaliste ou excessif, ton regard là-dessus? J'en ai souvent parlé avec Jean-Marc Toro-Lyon. C'est un minimum, ouais, exactement. D'accord. Tout à fait. Et tout à fait. Très clair. Et je pense que dans les réseaux de mandataires, on a partagé là-dessus. On souhaite effectivement qu'il y ait un minimum, effectivement, aux alentours de 50 heures, qu'il soit un minimum de formation avec des points précis qui doivent être obligatoirement enseignés avant de commencer à pouvoir commencer cette profession. Et tu nous dis, pour finir, avant que je n'aille vers Jean-Marie, je le fais patienter en le citant plusieurs fois, mais tu nous dis, vous avez des réunions collectives, tu as cité la Maison des mandataires, qui est un espace pour vous d'expression commune. Globalement, même s'il peut y avoir des différences, mais les grands réseaux de mandataires sont alignés avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire ne demandent pas une dérégulation, sont attachés à la loi Hoguet. C'est ce que tu dirais de tes confrères et de toi. D'accord. Je vous confirme, nos derniers échanges, on est tous d'accord. Il y a eu une réunion du reste la semaine dernière dans laquelle il y avait le patron de l'IAD, il y avait les représentants de l'UNIS et de la FNAIM. On a tous réaffirmé, les réseaux aussi. Il n'y avait pas Human, mais on a tous réaffirmé notre intérêt, notre attachement à la loi. Vous avez un attachement à la loi. C'est très clair. Parfait. Donc, je ne m'exprime pas au nom des autres, mais en tous les cas, c'est ce que j'entends. Non, bien sûr. Je ne te le demande pas, tu n'es pas la tête du collectif d'un syndicat, mais en fait, tu as des discussions avec tes pairs et pour toi, il y a un attachement dans ton modèle économique à la loi Hoguet. C'est ça que je voulais entendre, ou l'inverse, mais tu as été très clair. Jean-Marie Moise, tu as demandé la parole, elle te revient. Non, ce que je voudrais poser le débat. Lorsqu'en 1969, Pierre Guérin et Marcel Dormion, qui dirigeaient la FNAIM, se sont posé la question de la réglementation au niveau des concertations avec le ministère de la Justice, on avait évoqué la possibilité de créer un ordre professionnel. Vous savez ce que ça veut dire, un ordre professionnel, Benjamin? Ça veut dire que la profession est entièrement régulée par un ordre qui pose des principes. On n'a pas voulu le faire parce que ce sont des professions commerciales et que les corporations avaient été abolies en 1791. Bon, la loi Le Chapelier. Bon. Et cette loi Le Chapelier a fait que, en définitive, pour des professions commerciales, un ordre professionnel n'était pas adapté. Et je comprends parfaitement Benjamin dans son irritation en ce qui concerne l'application d'une loi infiniment complexe, mais accepterait-il… Benjamin Salah, parce qu'on a Benjamin Darmouni aussi avec nous. On en a deux. Non, c'est Benjamin Salah à qui je m'adresse. Voilà, oui, non, mais je précise. Accepterait-il les contraintes qui sont celles d'un ordre professionnel
en ce qui concerne l'exercice de la profession. Ça, c'est le premier point, parce que ce qu'il a dit est frappé au coin du bon sens. Nous sommes en présence d'une réglementation multiforme, très difficile à appliquer, très difficile à contrôler, et on voit des agents de la DGCCRF qui ne sont pas formés et qui ne comprennent rien. Bon, en dehors de problèmes formels comme l'affichage des tarifs. Bon. Bien sûr. Mais il y a bien d'autres problèmes derrière ça qui sont sérieux. Je continue. Benjamin est irrité, Benjamin Salah, par l'intervention sur ces secteurs d'électrons libres qui sont les agents commerciaux. Il ne l'a pas dit expressément parce qu'il ne voulait pas choquer Michel Lebras, mais on a senti que cette question l'irritait et qu'il avait une concurrence à côté des agences traditionnelles titulaires de la carte T, de ces agents commerciaux qui se promènent dans la France entière sans surveillance et qui, je le rappelle, article 4 de la loi, article 9 du décret, n'ont comme pouvoir que de recueillir des mandats pour le compte du titulaire de la carte professionnelle. Absolument, c'est clair. Bon. Ils n'ont que ce pouvoir. Ils ne peuvent pas donner de consultation juridique, ils ne peuvent pas recevoir de fonds, ils ne peuvent pas établir d'avant-contrat. Ce sont, si j'ose dire, des agents immobiliers qui sont, on dit en anglais disabled. Hein, ils n'ont pas de moyens. Bon. Dans la réalité, ils travaillent comme des agents immobiliers sur leur terrain, avec l'aide de notaires qui établissent les avant-contrats, qui reçoivent les fonds, et ils conseillent les clients sur le plan juridique, c'est incontestable. J'en veux que, pour preuve qu'un agent commercial qui était mal défendu vient d'être condamné à garantir le titulaire de la carte professionnelle pour les fautes qu'il a commises au niveau de l'exécution de sa mission de mandataire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, on ne peut pas comprendre comment il a pu intervenir sur des transactions alors que la loi d'ordre public ne lui permet pas d'intervenir et seul le titulaire de la carte est responsable de la gestion sur le terrain. Alors, quand on en arrive là, on se demande dans quelle mesure un agent commercial a la possibilité de travailler d'une manière indépendante alors que ses droits sont considérablement réduits. Il ne peut que recevoir des mandats. C'est tout ce qu'il peut faire. Et je comprends parfaitement que M. Lebras n'ait pas envie qu'on touche à la loi du 2 janvier 70 parce que pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais imaginez un instant que les pouvoirs publics considèrent, ou un client, qu'on est en présence d'un bureau pour chaque agent commercial, alors qu'il ne peut pas assurer la direction d'un bureau pour le compte du titulaire de la carte. Bon, on se trouverait dans un système d'infraction grave, puisque si on considère que l'agent commercial établit un bureau secondaire, d'abord, il n'a pas le droit de le diriger. Deux, il n'a pas fait de déclaration à la chambre de commerce concernant cette direction. Il y a tout un tas de problèmes qui se posent à ce niveau. Et la compétence de l'agent commercial, il faudrait peut-être la reconnaître et l'encadrer de manière à ce que, par exemple, les années d'agent commercial puissent permettre d'obtenir la carte T, ce qui n'est pas le cas. Un agent commercial, le mandat n'est pas validant pour les anciennetés, pour réclamer la délivrance d'une carte transaction ou encore plus administration de biens. Bon. C'est un électron libre à l'heure actuelle qui convient à certaines organisations qui reversent 70% des rémunérations, des honoraires à l'agent commercial, mais qui vivent très bien avec les 20% ou les 30% qui leur restent en lâchant
ces agents commerciaux sans surveillance possible sur le terrain. Et ça, c'est un problème que je pose à M. Lebras. Comment surveiller vos agents commerciaux quand vous en avez des centaines qui travaillent sur le terrain? Est-ce que vous avez une organisation qui les coiffe? Et c'est tout le problème. Alors, à ce niveau-là, j'en finis, la réglementation n'est pas adaptée. Et le vrai problème ne sont pas posés. D'où la colère rentrée de Benjamin Salah et le silence de Michel Lebras dans une organisation. Oui, non, mais il est silencieux parce qu'il est poli, parce qu'il a demandé la parole. Donc, juste après, on va lui donner la parole. Mais ces agents commerciaux n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'ils font. Bon, c'est une infraction. Alors, bon, je dis aussi qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne du débat. Et j'entends beaucoup de points communs. Je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas de divergence entre vous. Vous avez heureusement la grande liberté du débat. C'est toute la richesse. Mais j'entends qu'il y a un attachement de Jean-Marie Moise, il l'a rappelé à la loi, qui considère que tout le monde rapporté à la loi Hoguet n'a pas le même pouvoir, le même périmètre, mais qu'on voit bien qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait un encadrement. Peut-être, Jean-Marie, tu as évoqué l'idée d'une organisation ordinale. Un ordre, oui. Est-ce qu'on pourrait supporter ce modèle-là? Tu ne supporterais pas les agents commerciaux indépendants. D'accord, voilà. Tu as posé la question, mais elle est posée, y compris pour les agents immobiliers à proprement parler, on va dire, porteurs de la carte. Voilà. Alors, Michel, tu as demandé la parole et tu vois de toute façon, tu devais la prendre pour répondre à Jean-Marie. Et puis, Benjamin souhaite prendre la parole aussi. Allez, on va prendre d'abord Michel Lebras. Alors, premièrement, il y a un mot que je déteste, c'est les agences traditionnelles. Je trouve ce terme absolument ridicule, excusez-moi de le dire. Et si on l'utilise tellement, c'est seulement qu'il doit y avoir une forme de tradition dans ces agences, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, écoutez, ça c'est ma première réflexion. La deuxième, c'est Monsieur Moise. Merci de ne pas me prêter des propos parce que je ne parle pas. C'est la vertu, plutôt le vice à la fois des politiques et des avocats. Je suis ni l'un ni l'autre. Moi, je suis un entrepreneur. Donc, ça, c'est le deuxième point. Moi, je vous parle de protection du consommateur. Vous me parlez de je ne sais pas, d'interdiction, enfin même quasiment de pénal. Je vous invite, vous êtes invité à Nantes, le siège de propriété privée est à Nantes. Je vous invite à venir. Vous verrez le département juridique que nous avons. Vous verrez nos méthodes de travail. On n'est plus en 1970. On a des moyens numériques de contrôler ce que font nos négociateurs. Et j'ai un autre point là-dessus, je vais vous le dire. Il y a 20% de parts de marché actuellement qui sont faits par les réseaux de mandataires. Les réseaux de mandataires, on gagne 3 à 4%, 3% de parts de marché par an. Est-ce que vous croyez vraiment que s'il n'y avait pas un besoin du consommateur sur le métier des conseillers immobiliers, c'est-à-dire le fait de faire cette intermédiation, de s'occuper de son client, est-ce que vous croyez que l'on ne prendrait pas de part de marché? Alors, je vais vous faire un parallèle. Le parallèle avec les agences de papa. Par exemple, les agences de papa, elles ne percent pas. Pourquoi? Parce que leur modèle, il n'a aucun intérêt, il n'intéresse pas les clients, tout simplement. Vous voyez? Donc, ça marche, les réseaux de mandataires. Et pourquoi on progresse? Désolé pour Monsieur Salah, nous, effectivement, on n'est pas un réseau de salariés. Ce n'est pas notre modèle. Je suis désolé. Voilà, c'est pas comme ça. Il n'a pas que les salariés. On n'est pas la grande tradition, ou alors on n'est pas des réseaux, des agences immobilières qui contournent le droit social pour avoir des pseudo-indépendants à qui on fixe des horaires, à qui on donne des clés. Donc non, je suis désolé, on vante l'indépendance, c'est un nouveau modèle de relation au travail, désolé, c'est peut-être trop récent pour vous, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la société, en 2022. Donc nous ne faisons rien d'illégal, désolé pour vous, et notre modèle, il progresse tous les ans parce que les clients s'y retrouvent, c'est tout simplement. Et moi, je suis pour effectivement qu'on conserve la loi Hoguet, non pas pour une forme de protectionnisme mal placé, vous imaginez, mais tout simplement parce que je pense qu'il faut protéger le consommateur, alors que ce soit à travers la loi Hoguet ou ce que vous voulez, mais en tous les cas, certainement pas laisser la porte ouverte à des paiements qui interviennent à n'importe quel moment d'une phase commerciale, certainement pas en découpant, en faisant payer des photos, en faisant payer de la rédaction, enfin des choses complètement incroyables, où finalement le consommateur va être totalement lésé, ne comprendra plus rien à notre profession, et vous verrez qu'effectivement, il y aura une insatisfaction générale à la fois des professionnels et à la fois des consommateurs. Donc, effectivement, j'aime bien cette notion de success fee, parce qu'effectivement, au moins, c'est clair. Michel, avant de passer la parole à Benjamin, une précision, dans un réseau d'agents commerciaux indépendants, on appelle ça des réseaux de mandataires, c'est-à-dire que les agents commerciaux indépendants ont eux-mêmes un mandat
de la tête de réseau, si je puis dire, hein, c'est ça le mandataire, hein, que ce soit chez toi ou ailleurs. Le modèle, c'est que tu es titulaire, je dis tu, je pense que c'est le cas d'ailleurs, tu es titulaire de la Oui, tout à carte fait. professionnelle. Les agents commerciaux de ton réseau, mais ça vaut chez les autres, sont tes délégataires, hein, en quelque sorte. Hein, ils ont une habilitation, hein, on est d'accord. Exactement. Et c'est sous couvert de ta carte qu'ils travaillent. Et pour en revenir à ce que disait Jean-Marie Moise, ils font le travail commercial, c'est-à-dire ils rapprochent l'offre et la demande, c'est ça, hein, Tout à fait. ils entrent dans la négociation. Et en revanche, Tout à fait. la partie juridique ou financière, c'est la tête de réseau qui l'a fait, c'est-à-dire l'avant-contrat est Elle fait. n'est Alors, jamais soit assurée un par eux, mais partenariat, jamais au peut-être grand avec des jamais. notaires, je ne sais pas. Oui, enfin, on travaille dans plusieurs conditions avec des notaires dans l'extrême D'accord. majorité des cas. Mais je veux dire, ils ne font évidemment, ils ne rédigent aucun acte. Alors évidemment, il y a la rédaction du mandat, il y a la prise du mandat, d'accord, mais ils ne rédigent aucun acte sous un privé. En fait, il n'y a pas de rédaction de compromis ou de Bien sûr, promesse de la bien part sûr. des indépendants, évidemment. Et puis, ils ne perçoivent aucun fonds, bien sûr, c'est une évidence. Au contraire, Oui, oui. enfin, c'est impossible. Nous, D'accord. on sait que notre profession, de façon générale, la profession immobilière, hein, je ne parle pas des mandataires, elle est vérolée par des principes, enfin par des actions de personnes qui essayent de percevoir des fonds en dehors du cadre légal. Et nous, on fait la chasse à ça. Nous faisons la chasse à ça, D'accord. voilà. C'est clair. Benjamin, à toi. Oui, Benjamin, Salah, bon, puisqu'il y en a deux. oui, je souris. Bon, je souris un peu, mais je n'en veux pas, monsieur Lebras. Bon, forcément, il se sent un peu. Il y a tellement pas d'argument de fond que le seul argument qui ressort, c'est regardez, ça marche, on fait de l'argent, on prend des parts de marché, on fait de l'argent, on progresse, donc circuler, il n'y a rien à voir. C'est l'argument imparable, c'est la logique économique. Voilà. On arrive à vendre, donc c'est que quelque part on avait une place. Alors, cet Mais si, argument-là, parenthèse, Benjamin, quand je me fais un peu l'avocat du diable et l'avocat de Ouais. Michel, hein, je suis l'avocat de chacun d'entre vous, hein, mais sauf de Jean-Marie, parce qu'il est lui-même avocat. Mais à part ça, quand il dit le client valide le modèle, on ne peut pas lui donner tort. Je veux dire que quand on tient, allez, on va mais, dire un sixième, un cinquième du marché, peu importe les chiffres, ça veut mais dire que le client n'a pas de problème avec ça. Mais mon sujet, c'est pas le modèle. Il est persuadé, M. Lebras, que j'oppose des modèles, etc. C'est lui qui l'a fait. Là, il m'a parlé de tradition, je sais pas quoi. Bon, il y a un délire, je sais pas d'où ça vient, mais l'idée, c'est pas les modèles. L'idée, c'est la formation, la compétence et le service qu'on délivre. Et c'est qu'ensuite, il y a un équilibre, un encadrement légal qui permette à tous les intervenants d'être soumis aux mêmes règles. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème manifeste. Bon, voilà, les choses sont évidentes et qui nous permettent effectivement de sécuriser le client. Bon, donc moi je comprends. Moi je serais Monsieur Lebras, je dirais la même chose. Je dirais on ne change rien, mais surtout il faut rien changer puisqu'il y a un encadrement légal, mais il est royalement inefficace. Donc pendant ce temps, ben, on fait ce qu'on veut comme on veut. On prend des types, ils sont charcutiers, le lendemain, ils sont agents immobiliers, entrée de mandat. Bon, alors effectivement, normalement, on n'est pas censé négocier, etc., mais on le fait quand même parce que de toute façon, comme Maître Moise l'a dit, c'est absolument incontrôlable et tout ça, c'est verbal, donc ça peut, voilà. Et donc, moi, si je suis Monsieur Lebras, vraiment, je fais ce lobby, ils me font rire, tous les réseaux monétaires, ils se réunissent pour dire tous ensemble, surtout on est d'accord, il ne faut rien changer. Ben oui, tu m'étonnes. La loi, Benjamin, une parenthèse. je finis. Oui, La vas-y, loi a été faite, qui se trouve inefficace aujourd'hui, elle a été faite pour encadrer au départ. La loi de 70 dont on parlait, et ensuite de 72, a été faite pour encadrer les agences physiques avec. Voilà, elle a été faite pour ça. Qui était familial ou artisanal d'ailleurs à l'époque, on peut le dire. Ensuite ces nouveaux modèles sont arrivés et ils sont tout à fait légitimes. Moi, je veux dire, moi, Monsieur Lebras, rassurez-vous, tout va bien. On fait nos petites ventes, nos petits bouts de chemin, on n'est pas malheureux. Donc, leur modèle, il est légitime, il n'y a pas de souci. Il faut simplement qu'il y ait une évolution, et de toute façon, elle viendra, c'est qu'une question de temps. Alors, ils vont faire le maximum pour retarder l'échéance. Il faut simplement qu'il y ait une adaptation de cet encadrement
qui permettent de prendre en compte les acteurs avec toutes leurs différences. Et simplement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, l'argument, franchement, Monsieur Lebras, l'argument qui consiste à dire, regardez, on fait beaucoup d'argent, il y a 1 200 000 transactions, on prend des parts de marché, donc circuler, il n'y a rien à voir. Sincèrement, il est absurde, parce que si on raisonnait de cette façon-là, il n'y aurait absolument jamais, c'est la porte ouverte à tout, si vous voulez. Ça n'a aucun sens dans tous les domaines. Donc, Benjamin, voilà. Michel pourra répondre, mais deux, trois choses. Tu as toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, au sein de ton groupe, l'ensemble des agences, il y a combien? Il y a 550 agences Human aujourd'hui? 530. 530. Bon, entre les deux. Des salariés, négociateurs et des agents commerciaux. Hein. Tu as dit, il y a des agents commerciaux. Oui. Donc, ces agents commerciaux, ce statut de l'indépendant qui est utilisé de manière exclusive, pardon de ce mot pour ceux qui le sont, hein, c'est pas, voilà, en tout cas organisé, on va dire, par les réseaux mandataires, comme la propriété privée. Toi, tu y recours aussi, et pour le coup, tu le fais, allez, j'allais dire, sans que ça pose problème. Il y a une cohabitation entre le négociateur et du point de vue du client, on ne parle jamais assez du client. Moi, j'ai affaire à Human, j'ai affaire indifféremment, et peut-être que je ne le saurai jamais, à un salarié ou à un agent commercial. Ça peut être l'un ou l'autre. Alors, si vous voulez le savoir, vous allez le savoir, puisqu'il y a des obligations de mention, d'inscription, etc., sur tous les documents. Donc, oui, effectivement, ils travaillent ensemble en équipe, mais pas selon les mêmes règles. Un collaborateur salarié va pouvoir donner consultation juridique, recevoir un acte sous seing privé, recevoir un dépôt de garantie, etc., ce que l'agent commercial ne pourra pas faire. Mais la très grande différence, très clair. Et la très grande différence, pour terminer, c'est que si vous voulez, on a sur chaque agence un directeur d'agence qui a son habilitation, qui a sa carte professionnelle. Bon, on respecte à la lettre, si vous voulez, la loi de 70. Bon, donc c'est radicalement différent de ce qui est pratiqué par les réseaux de mandataires. Et je voudrais répondre à Maître Moise qui m'a demandé tout à l'heure si j'étais prêt à me contraindre à un ordre. Je dis oui, mais je dis oui. Je mesure que ce pourrait être beaucoup plus… mais bien évidemment, aujourd'hui, très sincèrement, alors le marché s'annonce beaucoup plus difficile, je pense que ça va changer un petit peu la donne, mais c'est quand même le foutoir sur le marché de l'immobilier. On peut raconter ce que l'on veut, c'est le foutoir. Donc, il ne s'agit pas de déréguler, surtout pas. Je pense qu'il faut continuer à réguler, mais de façon beaucoup plus efficace. Nous avons un encadrement qui est en échec, qui est inefficace. Et donc, oui, c'est un sujet. Moi, si vous voulez, Benjamin, si j'en reste, voilà, hein, je vous rappelle, je suis président d'école, je suis un vieux prof, donc si je ne veux pas qu'on soit hors sujet, je retiens quand même que vous avez tous les deux et tous les trois, avec Jean-Marie Moise, une position commune, c'est qu'il y a un attachement à la loi Hoguet. Alors après, on entend, elle ne serait pas assez respectée, etc. Toi, tu serais même en situation d'accepter un durcissement, on va dire, de ce cadre. Oui, non, la loi Hoguet, moi j'ai un attachement à l'encadrement, mais, voilà. Mais la loi Hoguet aujourd'hui, elle est en échec total. Donc, très clair. Voilà. Sur le périmètre, tu l'as dit, mais pour qu'on soit encore plus précis, chez Human, vous rédigez les avant-contrats, vous encaissez les indemnités d'immobilisation? Pas toujours. D'abord, quand ce sont les agents commerciaux, bien sûr, on ne peut pas le faire. Et les collaborateurs salariés ont la faculté de le faire lorsqu'ils le souhaitent, ou de le faire conjointement avec le notaire. Donc, les deux se pratiquent. D'accord, c'est très clair. Jean-Marie, peut-être une réaction. Tu as été évoqué plusieurs fois, c'est normal parce que tu avais donné un certain nombre de repères juridiques. Une réaction aussi à ce que dit Benjamin, parce qu'il dit moi, je ne serais pas hostile à une organisation ordinale, qui pour moi serait une forme d'adaptation de la loi du 2 janvier 70. Ton regard là-dessus? Et puis Michel, ensuite, bien évidemment, en contrepoint. C'est un problème de réglementation. Les agents commerciaux ne dépendent pas du Conseil national de la transaction immobilière. J'ai un jugement du tribunal administratif de Paris qui dit qu'il ne relève pas
de cet organisme de contrôle. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de règles déontologiques qui puissent leur être applicables. Ils ne peuvent que recevoir des mandats. Alors, bon, moi, je n'ai pas à intervenir. Je rappelle simplement que la réglementation fait que nos agents commerciaux dans le secteur de l'immobilier sont des unijambistes ou des agents immobiliers privés de bras et de jambes, dans la mesure où ils ne peuvent que recueillir des mandats. Dans la pratique, que ce soit les agents immobiliers ou que ce soit les organisations, j'appelle pas multicartes, mais multi-agents commerciaux comme Monsieur Lebras, dans la pratique, nos agents commerciaux sont tous dans une situation fort irrégulière car ils négocient tous. Jean-Marie, c'est un point important, un point très important, et tu le dis de façon intègre, intellectuellement. Oui. Benjamin nous disait, il y a des agents commerciaux chez Human, alors ils ne font pas la même chose que… On va être très simple. Ces agents commerciaux, ils font le travail voilà, comme le font ceux de M. Lebras. La seule différence, c'est que Benjamin les coiffe directement, alors que M. Lebras, il ne peut pas coiffer des agents commerciaux dans Michel va répondre, il a donné des éléments tout à l'heure en parlant aussi de digital, mais ce n'est pas à moi de répondre à sa place, je suis dans mon rôle d'animateur, mais juste une chose, est-ce que tu ne crois pas, Jean-Marie, tu as vu l'histoire, 1970 c'était une loi très moderne, hein, et elle est toujours là, consumériste, protectrice du consommateur, elle est venue redresser des torts. On voit les évolutions sociologiques aussi, c'est-à-dire que les indépendants, pour beaucoup, alors Benjamin disait, il a raison de le dire, ça peut être des salariés déguisés. Moi, je vous le dis alors comme patron d'école, que vous voyez des jeunes aujourd'hui qui ont envie d'avoir ce statut d'indépendant. Bon, il y a une lame de fond. Bon. Alors, ils vont ou chez Human ou ils vont chez Propriété Privée, mais en tout cas, ce statut, il a aujourd'hui une séduction qui n'avait pas il y a 10 ans ou 20 ans ou 50 ans. On ne peut pas nier ça. Est-ce que tu dirais que ça peut mériter une modernisation? Oui, je pense comme toi, c'est-à-dire qu'il va falloir à ce moment-là des exigences de compétences et les mettre sur le même pied que des salariés. Et là, évidemment, ça sera un gros problème pour M. Lebras, parce que on va voir. Recrutement… Attends, il va répondre là-dessus. C'est son problème de recrutement. Alors, il ne pourra pas recruter n'importe qui. Il y aura des exigences de diplôme, il y aura des exigences de compétences, comme pour le titulaire de la carte. Alors, c'est très clair. Michel, sujet très important. Moi, je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu étais favorable à une exigence d'aptitude minimum à l'entrée pour un négociateur indépendants, ce sont les forces vives de propriété privée ou de tes confrères qui travaillent sur le même modèle. Une réaction à ce que vient de dire Jean-Marie, parce qu'encore une fois, je vous rappelle que le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut aller très libéralement, je ne sais pas comment il faut dire, tout déréguler, ou est-ce qu'on a un attachement à un encadrement, il s'appelle aujourd'hui le Hoguet, il peut porter un autre nom demain. Moi, je vois beaucoup de points communs entre vous tous. Hein. Je vois des différences, mais je vois des points communs autour de l'attachement à un encadrement. Alors, Michel, c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre. Tu es avec un modèle nouvel entrant, qui semble. Non, plus, voilà. Est-ce que fallait s'y attendre, oui ou non? Oui, tout à fait. Notre Propriété Privée, c'est une société qui existe depuis 16 ans. Qui maintenant regroupe des milliers d'indépendants. Donc non, il ne faut pas s'y attendre, je veux dire, pas spécialement. Enfin, le monde a changé, tu l'as rappelé. Moi, je suis pour la régulation parce que je pense qu'effectivement, on a une profession qui mérite d'être régulée vu les enjeux à la fois financiers et les enjeux des projets de vie. Ensuite, je remercie les agences immobilières et les réseaux d'agences immobilières d'avoir eu la forte intelligence de dévoyer le droit social et donc d'utiliser les agents commerciaux pour éviter de payer des charges sociales alors qu'ils les encadrent, qu'ils leur donnent les clés de leur agence, qui finalement ils leur font faire un vrai travail de salarié tout en en étant des faux indépendants. Et effectivement, là tu as raison. Et puis du coup, effectivement, ces indépendants,
ces pseudo-indépendants ont voulu devenir des vrais indépendants. Ils ont trouvé notre modèle, entre autres. Et tu as raison de le rappeler, il y a un élément important, c'est qu'effectivement, le rapport au travail a évolué et il y a des gens, il y a beaucoup de gens en France, voilà, il n'y a pas que le modèle du salariat, qui souhaitent être indépendants. Moi, j'ai l'exemple d'un gars qui est parti de chez nous parce qu'il était pour être directeur d'agence de Human à Lyon, Hervé Guilaine. Il a fait 2 mois chez vous, il est revenu chez nous parce qu'il ne supportait pas d'être salarié. Voilà. Il est revenu chez nous parce que son mode de vie, c'est d'être indépendant. C'est un choix. Voilà, il faut respecter le choix. C'est pas qu'il ne supportait pas de chez Human. Je précise. Non, il ne supportait pas de redevenir salarié. De revenir salarié. Et voilà, et c'est un choix qui est tout à fait respectable. C'est un rapport au travail qui effectivement est en train d'évoluer et qui, à mon avis, est une bonne chose dans la société française. Ça désacralise la relation au travail tout en travaillant beaucoup. C'est pas voilà. Et puis par ailleurs, je vois pas du tout en quoi nos agents commerciaux commettent des choses extrêmement graves. Ils font simplement que de s'intéresser à leurs clients. Et je vous invite encore, Monsieur Moise, à venir à Nantes. On vous présentera notre modèle, la manière dont on travaille, et vous serez un peu surpris, comme Jean-Marc l'a été, comme Loïc Quentin l'a été. Et je remercie encore Jean-Marc qui est intervenu à notre convention pour dire que propriété privée seul réseau à faire partie de la FNAIM a effectivement des qualités aussi que vous ne semblez pas vous constater. Mais je vous invite vraiment à Nantes et je le suis tout à fait sincère. Ça me ferait très plaisir de vous montrer de l'intérieur comment on travaille et je pense que vous seriez par le niveau de contrôle qu'on peut induire à tous les niveaux et qui, à mon avis, est bien largement supérieur à ce que beaucoup de gens de la profession peuvent faire. Vous seriez surpris. Voilà. Alors, Jean-Marie, j'accepte c'est une vraie invitation. Et on fera un j'accepte l'invitation, monsieur. Jean-Marie accepte l'invitation. Ah oui, parce que c'est intéressant. Volontiers. C'est intéressant. Une chose, Jean-Marie a parlé, c'est une vraie question alors, je ne sais pas s'il faut dire contrôle, on parle d'indépendant, mais en tout cas de garantie de qualité. C'est élevé. Je traduis ce que vous dites. Garantie de qualité, sécurité consommateur. Michel, là-dessus, chez toi, je ne te demande pas de t'engager pour les autres, mais chez toi, avec effectivement un lien à des indépendants, qu'est-ce que tu peux mettre en avant comme garantie, si je puis dire, sur ces sujets-là, sur la sécurité, sur le pilotage de la qualité? Non, hormis le minimum légal, c'est-à-dire le fait d'être détenteur d'une carte professionnelle, mais qui n'est effectivement pas du tout la garantie de quoi que ce soit, je parle d'une carte de mandataire, les assurances évidemment nécessaires à mettre en œuvre. Nous, le point fondamental, et c'est pour ça que le sujet de la formation ne m'inquiète pas, l'année dernière, on a fait 90 000 heures de formation, d'accord, 17 614 personnes, parce que actuellement, je le dis tous les jours, ont été formées l'année dernière. Donc, si vous voulez s'organiser pour former les gens, ce n'est pas un problème. Les thématiques abordées, ce n'est pas un problème. Si effectivement, il fallait faire 5 ans d'études pour être agent immobilier ou agent commercial, je trouverais ça, là pour le coup, absolument ridicule, inutile, et là pour le coup, une atteinte complètement à l'évolution professionnelle très intéressant, des Français. Donc voilà, oui, parce qu'en fait, à un moment, la hauteur de la barre à passer est importante. C'est ça. Elle est importante. Bien sûr, et elle doit être. Et c'est les discussions qu'on a eues régulièrement au niveau de la fédération. Mais il me semble que les gens qui souhaitaient justement pas passer ce cap étaient plutôt du côté des agences, pour effectivement lesquelles c'est un peu plus compliqué de mettre en œuvre des centaines ou des milliers d'heures de formation, alors que nous, en tous les cas chez Propriété Privée, on est organisé pour former partout en France, en présentiel, en e-learning ou en studio, dans toutes les conditions, les personnes autant que nécessaire, voilà, à travers une institut de formation qui est certifié Calliope. Benjamin, il y a une question, je reçois, voilà, c'est ma mission, les questions du chat, et je vous les répercute de manière fidèle. Il y a beaucoup de réactions, de validation, un certain nombre de choses que vous dites, l'un ou l'autre ou tous ensemble. Et puis il y a une question sur le niveau de formation, beaucoup d'interrogations sur le bon niveau d'études et de compétences pour le métier. Alors Benjamin, on vient d'entendre le propos de Michel, qui te provoque un peu, qui dit nous, on sait faire de la massification, comme on dit aujourd'hui, de la formation, pour beaucoup de femmes ou d'hommes qui arrivent vers le métier. Ton avis sur le bon niveau de formation nécessaire à l'entrée. J'ai dit tout à l'heure
il y a des discussions autour d'une semaine minimum de formation continue avant de faire de la négociation, de la gestion d'ailleurs. On parle de négo. Ton regard là-dessus, sur le minimum, et puis tu peux aussi répondre bien sûr à ce que Michel a pu dire à l'instant, ou Jean-Marie. Écoutez, Henri, moi, je ne sais pas. Quel métier vous apprenez en une semaine? Vous êtes coiffeur en une semaine? Vous êtes maçon en une semaine? Non. Vous faites quoi? Vous êtes professeur en une semaine? Vous faites quoi en une semaine? Vous vous rendez compte de l'hérésie du truc? C'est presque une insulte pour la profession. On est en train de dire, on va mettre, alors bien sûr, là, c'est pareil, les autres mandataires vont dire, oh là, c'est super. Oui, demandons une semaine. Mais c'est ridicule. Comment peut-on dire à la fois que c'est une profession technique qui nécessite de vraies compétences, un vrai bagage juridique, et dire dans le même temps qu'en une semaine, on devient agent immobilier. Bon, alors, si on va vers ça, on va encore aller vers un truc qui sert à rien. Ne faisons rien, c'est la même chose. J'aimerais rappeler aujourd'hui qu'il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que tu peux recruter, toi, un négociateur salarié, oui, bien, ou choisir un mandat bien sûr, sans aucune obligation. On part de zéro. Hein. Mais bien évidemment. Et on le fait parce que sinon, on est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recrute des nouveaux collaborateurs qui n'ont jamais fait d'immobilier, qui démarrent assez rapidement et qu'on forme au fur et à mesure. Si je ne fais pas ça, Henri, avec la concurrence que j'ai, on est d'accord. Tu imagines bien que je suis mort. Mais par contre, je le dis, moi, faisons de ce métier une vraie profession. Donc, dites-moi 6 mois, dites-moi 1 an, et avant de commencer à exercer, dans des vrais organismes de formation et pas en e-learning. Et là, je dis, OK, on va commencer à en faire une véritable profession. C'est très clair. Mais pas une semaine, c'est une farce, une énième farce. Voilà. Alors, je rappelle d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de discussions qui avaient eu lieu autour d'une semaine, voilà, je vous trahis des discussions. Je vous rappelle surtout, et là, ce n'est pas des bruits qui courent, que la loi Allure, qui a été sur ce point votée à l'initiative des organisations professionnelles, la FNAIM et l'UNIS notamment ont co-signé, demandait une aptitude minimale à l'entrée. Voilà. Et qu'il appartiendrait à un décret de préciser. C'est pour ça que je fais réagir Benjamin. Qu'est-ce qu'on mettrait derrière aptitude minimale? Ça va de 0 à l'infini. Hein. C'est pour ça que je vous demande de vous expliquer. D'ailleurs, Henri, vous l'avez, je rends la parole tout de suite, vous l'avez dit, c'était dans la loi, je crois, de 2014. On n'a jamais eu de décret. Voilà. Absolument. On attend toujours. Et donc, on peut encore faire ce métier si on était… bon, je ne veux pas citer de métier parce que je trouve que ça serait insultant pour… oui, mais bon, enfin, voilà, peu importe. Tu vois, mais vous êtes mécanicien, le lendemain, vous êtes agent immobilier, c'est pas sérieux. Michel, sur la question du niveau des honoraires, encore une fois, le point de départ de notre débat, c'est une suspicion, on va dire, je ne sais pas si le mot est adapté, du ministère de l'économie, éveillé par les instances européennes, que des contraintes, il y en a aujourd'hui, et j'entends de vous des choses très intéressantes. Certains disent qu'elles ne sont pas assez élevées, il faudrait les adapter, bon. Mais aucun d'entre vous, ou j'ai mal entendu, n'a dit il faut tout mettre à bas et tout relâcher. Donc, bref, le gouvernement dit est-ce que ces contraintes ne conduisent pas à des niveaux d'honoraires trop élevés? Alors, les réseaux de mandataires, pour certains, quand ils sont arrivés, je vais caricaturer, hein, il y a une quinzaine d'années, on dit, tu parlais de 16 ans d'ancienneté pour ton réseau, sont entrés avec des niveaux d'honoraires, pour certains inférieurs au marché qu'on constatait, pour d'autres non. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Est-ce que ton modèle avec des indépendants conduit à des niveaux d'honoraires plus bas que le marché? Est-ce que tu estimes que vous êtes dans le marché et comme disait Benjamin, derrière il y a des prestations et donc voilà, donc on ne peut pas non plus brader ces prestations. Il y a une respectabilité à avoir. Ton regard sur le niveau des honoraires, tu nous as dit à quel niveau il était, de manière très transparente. Ton regard là-dessus, est-ce que c'est un bon niveau? Il est digeste, il est justifié, ou il pourrait encore baisser si on libéralisait l'activité? Juste une remarque là sur le sujet de la formation pour répondre à Benjamin Salah. Oui. Le sujet, la semaine, elle ne vient pas des réseaux de mandataires, elle vient des fédérations.
Donc, si vous voulez, je pense que ce que vous avez dit concernant le fait que ce soit une farce, il faut le dire à Jean-Marc Torolion et aux différentes responsables des fédérations, ils apprécieront. Ah, mais je le ferai Et avec en tous sans les cas, difficulté. nous dans les, eh ben, allez-y, n'hésitez pas. En Pas tous de les cas, problème. nous, un cursus de formation pour nous, c'est 6 mois. Un négociateur, il a tout un cursus qui s'étale sur 6 mois. Ça ne garantit pas du tout à la fin du reste qu'il soit bon. Parce qu'après, il y a la volonté de travailler, il y a le fait de s'impliquer dans son 7h30. travail. Il y a le fait de s'impliquer dans son travail et il y a d'autres critères, notamment commerciaux, qui sont aussi à prendre en compte pour la réussite. En ce qui concerne les honoraires, alors d'après les éléments qu'on a pu avoir dans des études, oui, les réseaux mandataires auraient des honoraires qui seraient légèrement plus bas que la moyenne des agences, effectivement. Alors l'écart serait environ d'1%. Je ne sais pas si c'est les chiffres que vous avez par ailleurs. Mais bon, ça tend vraiment à se rapprocher puisqu'il y aurait visiblement une baisse des honoraires constante mais légère côté des agents, je n'aime pas dire du côté du reste, on va dire de cette partie-là. Et je crois qu'on est en train d'arriver vers une convergence, en tous les cas, d'un niveau d'honoraires, ce qui est un peu normal puisque c'est ce qui est prêt à payer le client finalement. Alors, très intéressant ce que tu dis là. Hein. C'est-à-dire que pour toi, comment on fixe les honoraires dans un marché, ça c'est un grand sujet de thèse, il y en a eu beaucoup d'ailleurs. Toi, tu dis il y a une acceptabilité, il y a une solvabilité des ménages, une acceptabilité, ce que disait Benjamin aussi, des services derrière. Globalement, aujourd'hui, on ne se fait pas de mal. C'est-à-dire il y a un marché. Il ne me semble pas en tous les cas. Moi, je le constate pas. Henri. Oui, Benjamin. Oui, je vais prendre ma carte syndicale pour répondre à Michel. Les 42 heures de formation, c'est dédié au renouvellement de la carte professionnelle. Bien sûr. Donc, c'est déjà des professionnels formés. Hein, donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Merci, je ne fais aucun amalgame, je connais très bien mon métier. Et les discussions que j'ai par ailleurs sont des discussions off avec les dirigeants de fédérations dans lesquelles on a été interrogé sur ce que nous, on imaginait acceptable. Et ce sont des échanges dans les deux sens pour savoir ce qui aurait pu être acceptable comme niveau de formation minimum. Voilà, ce sont des fédérations qui ont effectivement parlé d'une semaine. Il y a le renouvellement. Et 42 heures, évidemment, c'est 42 heures plus 2 heures de déontologie, plus 2 heures de non-discrimination. On a près de 600 participants, c'est tous des bons connaisseurs du métier, mais on peut effectivement repréciser, Benjamin a raison, d'harmonie. On a l'obligation, il y avait 2 obligations dans la loi 2014, il y a une qui existe, formation continue pour que le renouvellement de la carte ou de l'habilitation, hein, je le précise, ou de l'habilitation puisse être fait par la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc 42 heures tous les 3 ans. Et par ailleurs, une disposition de la loi Allure qui n'est pas applicable, Benjamin Salah le rappelait, une aptitude minimum à l'entrée pour tous les collaborateurs, quel que soit leur statut. Hein. C'est 2 sujets très, très scindés. Et en effet, il ne faut pas les confondre, mais je pense que ni Benjamin Salah ni Michel Lebrun ne les confondaient. Important d'avoir reprécisé. Peut-être, allez, Jean-Marie Moise, parce que voilà, c'est l'autorité juridique. On arrive au bout d'une heure et demie de débat. Le regard de Jean-Marie sur ce qu'il a entendu, sur l'attachement qu'il faut garder ou pas, ou les besoins de modernisation, le regard d'un juriste qui sait faire vivre aussi les textes et conseiller les pouvoirs publics sur le sujet ou les professionnels. Et puis ensuite, Benjamin d'Harmonie, et on sera au bout de notre exercice. Alors, la première réflexion qui est la mienne, c'est qu'un collaborateur d'agence immobilière n'est pas titulaire de la carte professionnelle. Il agit sous le contrôle du titulaire de la carte professionnelle et sur les indications qui lui sont données, j'allais dire les instructions qui lui sont données par le titulaire de la carte. Quel est le niveau d'autonomie que peuvent avoir les collaborateurs dans une agence immobilière? C'est la question qui se pose. Et à partir de là, est-ce que nos agents commerciaux qui sont lâchés sur la France entière ont la compétence, d'une part, et la surveillance, d'autre part, qui est nécessaire de la part du titulaire de la carte professionnelle? Moi, je ne suis pas contre le statut de travailleur indépendant. Je dirais que c'est un statut qui est parfaitement justifié en fonction des désirs de chacun. Mais
je suis très attaché à la compétence et au contrôle, les deux, parce qu'un collaborateur n'est pas le titulaire de la carte. Il n'a pas les connaissances du titulaire de la carte. Et il doit faire l'objet, par conséquent, d'une surveillance qui est difficile pour ceux qui n'ont pas le statut de salarié et un lien de subordination. Donc, je dis et je pense que si on veut avoir des collaborateurs indépendants du type de ceux que l'on rencontre chez M. Michel Lebras, il faut que les exigences de compétences soient très élevées, peut-être même plus élevées qu'un salarié, parce que le contrôle est beaucoup plus lâche. Et c'est à ce niveau qu'il faudra peut-être réfléchir à ce qu'un cursus de formation pour les indépendants soit mis sur pied, de manière à s'assurer des connaissances, parce qu'on ne peut pas négocier en matière immobilière sans avoir des connaissances excessivement vastes. Or, ces gens-là ne sont pas sous la surveillance du patron. Et c'est ça qui m'inquiète. Merci beaucoup, Jean-Marie, c'est clair. Encore une fois, moi, avant que Benjamin ne conclue, je vous remercie tous les trois de la franchise, de la courtoisie du débat, même quand vous aviez des positions a priori éloignées. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de points communs entre vous trois que de différences. Il y en a un que je vois, et j'en reviens à la question que nous vous posions, qui nous est posée par l'actualité. Je vois chez vous trois un attachement à un encadrement fort. On a beaucoup parlé d'aptitude, on a parlé de contrôle, on a parlé de prestations aussi, définies aujourd'hui par la loi. Vous me paraissez convergents sur ce point-là. Je ne crois pas me tromper. Et puis, on a senti qu'il y avait des différences d'appréciation. Elles resteront, c'est la richesse du débat. Benjamin, à toi, et tu pourras même peut-être, si tu l'as en tête, préciser la date du prochain débat. Merci Henri. C'était un débat très intéressant. On l'avait promis animé. Il l'a été entre professionnels, entre personnes responsables, entre personnes compétentes de l'immobilier. Je crois que très clairement, je ne suis pas sûr que j'ai toutes mes réponses aux questions initiales en introduction, mais on aura l'occasion de refaire très prochainement une conférence le mois prochain et dans l'année, en 2023 sur ce sujet, parce que je crois qu'on n'en aura pas fini. On va attendre que Bercy nous transmette les conclusions de tout leur travail. On est sûr d'une chose aujourd'hui, c'est que le marché de l'immobilier et de la transaction laisse la place effectivement à tous les professionnels que nous sommes et que nos honoraires sont dus et ne méritent pas d'être vus à la baisse. Est-ce que le message est passé? Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Je pense que oui. Il me semble que oui. Bon. Je vous souhaite à tous en tout cas une excellente soirée. Parfait. Est-ce que tu as la date du prochain débat? Écoute, je dis ça parce que je n'ai pas pris la peine de le regarder et que je pense que toi, tu l'as en tête, mais j'ai pu me tromper. Mais évidemment, la prochaine date est le 13 décembre. Bon, le 13 décembre, et encore une fois, je remercie Benjamin Salah, le patron de Human Immobilier, qui est le nom qui a succédé à la Bourse de l'immobilier. Je pense que c'est encore utile de le rappeler parce que la précédente marque était forte. Je remercie Michel Lebras, malgré sa tournée en France. On n'a pas vu son visage, on a eu sa voix avec beaucoup de clarté. Et puis, bon vent à Antoine Cornic pour la fin de la route du Rhum avant qu'il ne fasse le Vendée Globe, voilà, sous les couleurs de Human. Et merci à Jean-Marie Moise, bien sûr, de son témoignage et de ses analyses. Merci à vous tous. Bye bye. Bonne soirée.